avec vous. C'est un peu particulier. C'est la première fois que je donne une conférence en Zoom. C'est ça. Donc, pour les gens qui sont venus peut-être en janvier, j'avais donné comme un premier volet sur les coureurs des bois, les voyageurs. Euh, surtout, j'avais fait surtout du côté du Canada. Donc, les Grands Lacs, les pays d'en haut, l'Ouest, tout ça. Donc, c'est un peu le deuxième volet que je donne aujourd'hui. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas vu la première, là, la deuxième se tient toute seule dans son intégralité. Donc, voilà, je m'y mets. Donc, la fourrure, l'histoire des coureurs des bois, des voyageurs, en fait, c'est l'histoire de la fourrure. La fourrure qui va être tout le moteur économique de tout un continent. Donc, c'est une ressource qui va pousser les Canadiens français donc à partir en canot d'écorce et se rendre dans la vallée, dans les pays d'en haut, les Grands Lacs, jusqu'au lac Athabasca. Mais aussi, la fourrure va pousser les coureurs des bois encore vers le sud. Donc, c'est un aspect qu'on a souvent moins parlé, mais c'est-à-dire vers les Illinois, la Louisiane, sur le fleuve Mississippi, jusqu'à de la Nouvelle-Orléans au village de Cahokia. Donc, si vous ne connaissez pas Cahokia, moi, vous en parlez tout à l'heure. Donc, ils vont naviguer sur le Mississippi. Ils ne navigueront plus en canot d'écorce, mais en barge à fond plat. Donc, lorsque la France va être chassée du continent, donc après la guerre de la conquête, ce sont ces mêmes Canadiens français-là et métis qui deviendront la pierre angulaire de tout le commerce de fourrure, non seulement au Canada, dans l'Amérique du Nord britannique, mais aussi aux États-Unis. Donc, de Santa Fe au Haut-Missouri, en passant par Saint-Louis, jusqu'aux Rocheuses. C'est à bord de pirogues à voile ou encore monter sur des chevaux que les nouveaux coureurs des bois, maintenant appelés voyageurs, trappeurs engagés ou, pardonnez-moi mon mauvais accent anglais, les mountain men, donc les hommes de la montagne, vont parcourir les plaines états-uniennes, puis ils vont ouvrir la piste d'Oregon, puis ils monteront leur camp dans les Rocheuses. Donc, aujourd'hui, c'est le destin de ces derniers dont on va sur lequel on va se concentrer. Donc, si je fais un petit récapitulatif, si on veut, c'est que le commerce de la fourrure va exister en Nouvelle-France, on revient un petit peu en Nouvelle-France, à partir du 16e siècle, donc avec des postes de traite temporaires comme Tadoussac. Mais ça va devenir sérieux seulement à partir de la Fondation de Québec en 1608. Donc, la fourrure va prendre toute son ampleur. L'intelligence diplomatique de Champlain va lui permettre d'établir des alliances militaires donc très solides avec les Hurons, les Algonquiens. Déjà, il va participer en 1615, il a déjà participé à 3 campagnes militaires. Je vais partager mon écran. Je n'avais pas commencé mon partage d'écran. Donc, voilà. Donc, il va mettre en place des foires annuelles où les Amérindiens, donc entre autres les Hurons, qui sont ici en Huronie, donc on a le lac Ontario dans les Grands Lacs, et les Algonquins de la rivière Outaouais vont monter avec leur fourrure jusqu'à Québec pour participer à une foire. La foire, c'est un grand marché qui va servir une grande foire commerciale qui va être très festive, où va avoir lieu des danses, des chants, des cérémonies religieuses et aussi des renouvellements d'alliances avec les Amérindiens. Les compagnies possèdent le monopole de l'exploitation de la fourrure, donc dans toute la colonie. Ces compagnies-là vont avoir des règles très strictes au niveau du commerce via les colons. Parce que il va y avoir aux colons, il va y avoir des interdictions de faire commerce pour les colons
euh, en dehors des lieux de foire, donc en dehors de Québec, en dehors de la vallée du Saint-Laurent. Et ensuite de ça, on va interdire aussi aux colons de servir d'intermédiaire entre les Amérindiens et la compagnie. Donc, en d'autres mots, on veut tasser les colons. On veut qu'ils s'occupent de s'installer sur des terres, qui défrichent des terres, et on ne veut pas qu'ils se mêlent de commerce pour empêcher qu'ils viennent jouer un peu dans les plates-bandes des compagnies, faire concurrence aux compagnies. Ce système-là va fonctionner très bien jusqu'aux années 1640, parce qu'il va y avoir un bouleversement majeur dans cette région-là à partir de 1640. Ce bouleversement-là, ça va être ici, vous avez les Iroquois. Les Iroquois en Iroquoisie, eux se situent dans cette région-là, donc au sud des Grands Lacs et au sud de la Huronie qui est ici. Les Iroquois font affaire, non pas avec les Français, mais avec les Hollandais qui sont installés à Fort-Orange, qui est aujourd'hui, si vous voulez, l'Albanie, la capitale de l'État de New York, et New Amsterdam, donc, qui est New York, Manhattan, en fait. Donc, les Iroquois sont installés là et font commerce avec les Hollandais. Mais, qu'est-ce qui arrive? Leur fourrure, principalement, ils vont l'échanger contre des armes à feu. Donc, rapidement, les Iroquois vont se retrouver la nation amérindienne dans cette région-là la plus armée du secteur. Aussi, il va y avoir surexploitation de la fourrure au sud des Grands Lacs. Donc, les Iroquois armés, de plus en plus, vont faire des invasions, des raids sur les territoires hurons pour s'approprier de la fourrure des Hurons. Donc, on va attaquer entre autres, des caravanes de Hurons, d'Algonquins pour leur voler leur fourrure. Mais plus ça va, plus si on veut, les raids vont se faire régulièrement. Et au milieu des années 1640, les Iroquois vont tout simplement décider d'envahir carrément la Huronie. Les Hurons, qui avant étaient la force la plus puissante du secteur, vont devenir un peu à cause des Français, beaucoup moins puissantes que les Iroquois parce qu'ils ne seront pas armés ou moins bien armés. Les Hurons, tout simplement, via les missionnaires vont faire pression sur l'élite. Donc, sur l'élite, ça sonnait. Donc, sur l'élite coloniale, et on va demander, les missionnaires vont demander à l'élite coloniale de ne donner des armes à feu qu'aux Hurons convertis. Nécessairement, on va se retrouver avec les Hurons convertis qui vont être armés, mais les Hurons qui ne voulaient pas se convertir ne seront pas armés. Donc, les Iroquois entrent en Huronie nettement plus armés, nettement plus organisés, et ça va être le massacre. Donc, on va détruire les villages, on va prendre des prisonniers, il va y avoir des milliers de morts. Donc, les Hurons survivants vont partir vers l'ouest et il y en a d'autres qui vont partir vers l'est. Donc, entre autres, Québec, où il y en a 300 qui vont se rendre à Québec, c'est l'ancêtre du village Huron qu'on a aujourd'hui. Conséquemment, les Hurons vont devenir les pays d'en haut. La Huronie va devenir un territoire dépeuplé, complètement désorganisé. Nécessairement, dans ces circonstances-là, les Hurons et les Algonquins de la rivière Outaouais ne monteront plus à Québec parce qu'ils sont constamment harcelés par les Iroquois. Ils sont attaqués. Donc, on se retrouve avec un problème en Nouvelle-France. On se retrouve avec un commerce des fourrures qui est complètement sclérosé, qui ne fonctionne plus. Donc, on va avoir une idée à un moment donné. C'est qu'on va, on va mettre en place par un décret royal
on va permettre à partir de 1648 aux colons le désirant de se rendre dans les pays d'en haut pour ramener des fourrures qu'ils pourront vendre eux-mêmes. Donc, si vous avez ça ici, j'essaie de... OK. Donc, faire passer tous les ans au printemps dans les pays des Hurons une compagnie composée de ceux des François habitués aux 10 pays qui voudront aller à leurs dépens afin d'escorter tous les 10 Hurons et autres nations sauvages désirant venir à la traite et accompagner les missionnaires qui ne peuvent plus continuer leur mission sans secours. Donc, ce que ça veut dire, tout simplement, ça veut dire qu'on va permettre à des colons de s'organiser, de monter dans les pays d'en haut pour aller chercher la fourrure. Donc, devenir un peu le convoyeur. Et aussi, ramener cette fourrure-là en escortant les Amérindiens pour les protéger des attaques huronnes. Donc, le premier, la première corde de coureurs des bois va partir en 1649 et va revenir. Excusez, je suis en train, j'essaie de ramener mon écran un instant. Voilà, désolé. OK. Donc, elle va revenir avec 5000 livres de fourrure à l'automne 1649. Donc, des pots, 5000 livres de peaux de castor qui vont être transportés par des centaines de canaux indiens. Donc, ça va être l'ouverture d'une nouvelle ère et ça va être la création, si on veut, du rôle de coureur des bois. Donc, le coureur des bois, qui va être appelé au début coureur de bois, donc va être défini comme un hors-la-loi souvent. Ça va être très péjoratif. Donc, le coureur de bois est celui qui va faire la traite dans les pays d'en haut sans permis, sans congé de traite, donc sans permis, parce qu'il fallait obtenir un permis pour monter pour faire la traite. Et ce permis-là imposait une taxe de 1/4 de ce qu'on ramenait pour les autorités coloniales. Donc, le coureur de bois, ça va être celui qui ne paie pas, qui va monter un peu un contrebandier. Le coureur des bois va être accusé de tous les vices par l'élite coloniale. On va dire que c'est un délinquant qui corrompt la jeunesse. On va dire que c'est un déserteur qui refuse de s'installer sur des terres et préfère courir les bois. On va dire que c'est un vantard, un libertin, un alcoolique et surtout un ensauvagé. Et ça passe pas. Donc, un Français qui se met à vivre comme les sauvages, c'est mauvais. Donc, c'est presque le diable. Par contre, pour la jeunesse du peuple, le coureur des bois va être un idéal à atteindre. Être coureur des bois va être quasiment une espèce de rite de passage à la vie adulte. C'est une promesse d'aventure puis de richesse. En 1681, pourtant, la perspective et la vision du coureur des bois changent parce qu'on s'aperçoit que même si on déteste le coureur des bois, il est essentiel à l'économie de la colonie. Sans fourrure, il n'y a plus de colonie. Donc, l'hypocrisie va tomber un peu et en 1681, Louis XIV va libéraliser les fameux congés de traite et les congés vont être maintenant gratuits pour tout demandeur. Le coureur des bois devient donc davantage un engagé. Donc, il va passer ou un voyageur. Le voyageur, le terme voyageur, ça veut dire qui voyage dans les pays d'en haut. Le terme voyageur va rester jusqu'à la fin du commerce des fourrures. Donc, le voyageur va travailler pour un traiteur qui va tout organiser, qu'on va appeler l'équipeur. Les déplacements vont être pendulaires. Donc, on va partir de Montréal, on va prendre la rivière Outaouais, on prend la rivière Mattawa qui est ici, le lac Nipissing, la rivière des Français, jusque dans la baie Georgienne. Ça va être le passage, la route de passage obligée pour les pays d'en haut, tout au long de l'époque des fourrures. Donc, souvent, on va se rendre à Michilimackinac et plus tard un peu, on va se rendre jusqu'à Grand Portage et plus tard, Lac des Bois. Donc, on va monter jusqu'au lac Athabasca.
Donc, et ça va être pendulaire, donc ils vont revenir par Montréal. Mais de plus en plus, à mesure qu'arrive le 18e siècle, il y a de plus en plus de coureurs de bois, de voyageurs qui vont qui vont commencer à couper des liens avec la vallée du Saint-Laurent et vont commencer à s'installer sur les territoires indiens. Donc, ils s'installent dans des bosses de traite où ils vont faire souche dans des communautés amérindiennes, où ils vont trouver des femmes à marier, vont fonder des familles, puis ils vont s'intégrer à la population autochtone. Donc, on parle de l'Ouest, mais il va y avoir le Sud aussi, qu'on va appeler le pays des Illinois, donc basé sur le peuple qui était là à l'époque, la Confédération des Illinois, qui est au sud du lac Michigan. Donc, même si l'Ouest va rester une ressource capitale, les Illinois vont devenir aussi une ressource très, très importante. Donc, cette région-là, le long de la vallée du Mississippi, donc le long du Mississippi a été explorée jusqu'à la Nouvelle-Orléans, qui va être fondée au début du 18e siècle. Donc, cette région-là va être explorée par les Français au 16e siècle. Mais au 18e siècle, on va voir, si on veut, bourgeonner plusieurs foyers de colonisation spontanés. Parce qu'avant, dans la vallée du Saint-Laurent, c'est une colonisation organisée sur des domaines seigneuriels, etc. Mais là, le long du Mississippi, dans les Illinois, donc ici, on a la Haute-Louisiane, Basse-Louisiane. Donc, dans cette région-là, ça va être plutôt spontané. Donc, par exemple, en 1700, dans le village de Cascaya, qui est ici, on va avoir 2000 habitants, mais dont une vingtaine de Canadiens qui vont être mariés à des Autochtones, qui vont fonder une famille. En tout, dans la seule vallée du Mississippi, pour la même année, on va dénombrer plus d'une centaine de coureurs des bois qui sont installés dans cette région-là. Ce mouvement-là va s'amplifier de plus en plus au grand déplaisir, comme de raison, de l'élite. En 1710, le commissaire ordonnateur de Louisiane va dénoncer. Donc, ces 60 Canadiens errants qui sont dans les villages situés le long du fleuve Mississippi, sans permission d'aucun gouverneur, qui détruisent par leur mauvaise vie libertine avec les sauvagesses tout ce que messieurs des missions étrangères leur enseignent sur les divins mystères de la religion. Donc, encore une fois, on accuse des Canadiens de s'ensauvager, de vivre avec les Amérindiens. Le fonctionnaire semble beaucoup hystérique, comme ça arrivait souvent, mais plusieurs missionnaires vont voir plutôt, au contraire, cette colonisation-là d'un œil positif. Ce sera pour eux un moyen de semi-sédentariser ces populations-là et de les christianiser. Et aussi, on va officialiser les unions. Donc, les unions qui ont été faites à la base un peu à l'amérindienne, ben, on va pouvoir les christianiser, si on veut. Donc, les Canadiens des Illinois vont vivre de la traite, de la chasse, puis ils vont implanter la culture du blé. Ils vont construire même des moulins à vent. Donc, c'est une colonisation qui est spontanée, donc, comme j'ai dit, non organisée, jusqu'à l'arrivée d'officiels du Bas-Mississippi, donc de la Nouvelle-Orléans, en 1719. Donc, l'absence, ce qui est fantastique un peu avec ça, c'est que l'absence de structure coloniale va contribuer à l'établissement d'un nouveau type de société. Ça va être une société interculturelle, si on veut. Des coureurs des bois qui nourrit d'étroites relations avec les populations des Illinois, qui vont donner une espèce de communauté franco-indienne de l'intérieur du continent. Pour plusieurs autres, petites communautés vont se développer aussi autour des postes de traite. Puis ils vont constituer un bassin de population assez conséquent. Donc, qu'on peut voir ici avec
les différents forts et les communautés qui se développent. Sainte-Geneviève, Saint-Louis n'est pas là en 1763. Donc, oubliez Saint-Louis, ça va revenir tantôt. Donc, en 1750, cette région comprend 6 villages s'égrenant sur une distance de 90 km, donc où l'agriculture commerciale destinée à la Nouvelle-Orléans, donc vers le sud, va commander l'économie locale. Sur ce territoire-là, on va compter 1363 personnes, donc on compte 768 colons, 150 volontaires. À ceux-ci vont s'ajouter 595 esclaves, donc 445 Africains, 150 Amérindiens. Et on ne comptera pas les voyageurs qui vont être de passage constamment et aussi les Autochtones libres. Donc, les colons des Illinois sont tous plus ou moins impliqués dans la traite des fourrures. Donc, ils sont attachés à un mode de vie où la pluriactivité va régner. On va parler de colons marchands, voyageurs. De plus, il faut aussi noter que le traiteur et le voyageur seront souvent des chasseurs. Donc, ils vont aller eux-mêmes chercher la fourrure. Donc, ils vont abattre leurs bêtes eux-mêmes et c'est eux autres qui vont s'en occuper. Donc, on se passe de plus en plus, comme on a dans les pays d'en haut, c'est les Amérindiens qui sont chasseurs. Et dans les Illinois, ça va être plutôt les traiteurs-chasseurs. Dans la vallée du Mississippi, donc, la chasse devient une activité de plus en plus assumée par les Blancs, comme j'ai dit. On va parler aussi de chasseurs hivernants. Donc, les chasseurs vont remonter les rivières, donc, qui se déversent dans le Mississippi, comme l'Arkansas, le Missouri, l'Illinois, l'Ohio, pour y passer l'hiver. Donc, les gibiers que les chasseurs recherchent en priorité seront les bisons. À l'époque, il y a des bisons dans la vallée du Mississippi. Ils vont disparaître plus tard, se retrouver plus dans les plaines. Mais à l'époque, il y a des bisons. Ils recherchent le castor et l'ours noir pour l'huile. Donc, une brigade de chasse va être composée de 2 à 3 hommes. Donc, qui partiront l'automne pour gagner leur territoire de chasse. L'hiver va se passer en forêt, à chasser puis à transformer le gibier sur place. Le bison va être désossé, salé dans des pirogues vides. La fourrure de castor va être préparée. L'ours est bouilli pour en extraire l'huile. On comparait ça à l'époque même à de l'huile d'olive. Ceux-là qui en ont pris comparaient l'huile d'ours, ça se comparait à l'huile d'olive. Bon. Je ne peux pas le dire, là. Aurait fallu goûter. Au printemps, donc, les chasseurs vont revenir à la Nouvelle-Orléans avec leur salaison et leur huile. Une équipe régulière pouvait rapporter environ 15 000 bêtes annuellement. Donc, oui, ça, c'est les pirogues sur lesquelles on va naviguer sur les fleuves Mississippi et un petit peu plus tard, Missouri. Donc, ce n'est pas sur des canaux d'écorce, c'est sur ce type de pirogue-là. Donc, des pirogues à voile. Si Montréal est le chef-lieu du commerce des fourrures, après le 17e siècle, depuis la fin du 17e siècle, une sérieuse concurrente va apparaître à la fin du régime français, donc en 1764. En 1763, la France est battue. Maintenant, à Montréal, c'est les compagnies de la baie du Tson et plus tard la compagnie du Nord-Ouest qui vont se concurrencer sur les fourrures. Mais pour le sud, on va créer, une nouvelle ville va être créée, ça va être la ville de Saint-Louis. Donc, à l'embouchure, sur le bord du Mississippi, à l'embouchure du Missouri. Donc, en territoire espagnol, en Louisiane espagnole. À l'est du Mississippi, ça va être les territoires indiens, entre guillemets, parce que c'est un peu. Les Anglais ne savaient pas trop quoi faire avec ce territoire-là quand ils l'ont acquis. Et sur la rive ouest du Mississippi, ça va être la Nouvelle-Espagne. Donc, on revient avec notre carte de tout à l'heure, mais là, Saint-Louis, donc, c'est
arrivent. Donc, c'est des marchands de la Nouvelle-Orléans. Donc, Pierre Laclède de Liguest, associé de Gabriel-Antoine de Saint-Maxent, qui sont détenteurs du monopole de la fourrure de la Haute-Louisiane, qui vont déléguer Jean Salé dit Lajoie pour créer un nouveau poste de traite. Parmi la trentaine de chasseurs et traiteurs qui accompagnent Salé, nous retrouverons un commis et beau-fils de Laclède, Auguste Chouteau. Donc, un nom qui va marquer la région pour plusieurs décennies. Les Chouteaux, on va en reparler tout à l'heure. Donc, en 1765, alors que Saint-Louis n'en est qu'à ses premiers balbutiements, le village connaîtra un boom démographique, comme ce que vous avez vu tout à l'heure, la rive est du Mississippi passant du côté anglais, tous ceux qui restent à l'est du Mississippi, tous les Français, vont traverser à l'ouest pour aller en territoire espagnol. Donc, ça va donner un boom à la population du village de Saint-Louis et de Sainte-Geneviève. Donc, toute l'activité de pelletière des Illinois, dès lors, vont se concentrer dans la petite ville de Saint-Louis. Où se concentre. C'est ça. Donc, Saint-Louis va être une cité cosmopolite bien avant Montréal. Donc, à Saint-Louis, au début, à la fin du 18e siècle, on parle plein de langues. Donc, on parle l'espagnol, l'illinois, l'osage, le missouri, le saki, mais surtout, on va parler le français. Donc, la population blanche est constituée principalement de franco-louisianais, donc qu'on appelle créole, de Canadiens, de métis et de quelques Français. La population amérindienne y est aussi très présente. Dès 1770-80, Saint-Louis se consacre presque exclusivement à la fourrure et occupe presque toute la population masculine. Donc, alors qu'à Montréal, donc, comme je l'ai dit, il y a une concurrence au niveau de la compagnie de la baie du Son et de la compagnie du Nord-Ouest. Pour ce qui est de la Louisiane espagnole, c'est encore, on fonctionne encore sur le monopole. Donc, les monopoles vont être détenus par la classe francophone de Saint-Louis, donc les Chouteaux, les Serrés, les Labadie. Cependant, en 1792, le gouverneur de la Louisiane va charger son lieutenant-gouverneur, Zénon Trudeau, il va le charger d'ouvrir la traite à tous les résidents de Haute-Louisiane. Et dans la foulée, les 17 permis vont être vendus 20 piastres pièce. Et encore là, les grands bénéficiaires de ces permis-là ça va être Auguste Chouteau et son demi-frère Pierre. Donc, ils vont nouer des liens. Ce qu'ils vont faire, ils vont nouer des liens avec les Osages qui sont ici, donc qui, à l'époque, étaient une nation assez hostile envers les Blancs. Donc, les Chouteaux vont entrer en relation avec les Osages. Même Pierre va en épouser une. Ce qui va donner un accès, l'accès aux Chouteaux de tout le Haut-Missouri. Donc, le Bas-Missouri, c'est-à-dire. Donc, toute cette région-là, grosso modo. Donc, c'est ainsi que Saint-Louis, à Saint-Louis, cette famille-là devient incontournable. Donc, ils vont s'accaparer une grande part du monopole de la fourrure. En 1800, alors que la France reprend brièvement le contrôle de la Louisiane, Saint-Louis, par son importance stratégique donc, et économique, a davantage l'air d'une petite ville que d'un gros village. Donc, on parle de 1200 habitants, donc 1000 habitants de plus dans les villages avoisinants comme Carondelet, Saint-Charles, Florissant, Saint-Ferdinand, Portage-des-Sioux. Chacun de ces villages-là va être constitué comme toute autre paroisse catholique et francophone de la vallée du Saint-Laurent. Après la vente de la Louisiane aux États-Unis en 1803, le français va rester
tout de même la langue dominante à Saint-Louis, durant presque un demi-siècle. Donc, pour qui veut faire des affaires dans l'univers des fourrures, n'aura pas le choix de parler le français et se débrouiller dans quelques langues amérindiennes. À Saint-Louis, les reines vont être tenues encore par des francophones qui échangent et qui écrivent en français. La prédominance du français ne se limite pas à Saint-Louis, mais tout au long du Missouri. Donc, ici, on a le Missouri. Au début, c'est l'axe. C'est l'axe, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est l'axe majeur à l'époque pour le commerce des fourrures à partir de Saint-Louis. C'est tout le Missouri. Donc, il monte vers l'ouest, le nord-ouest, donc, et jusqu'au pied des Rocheuses. Donc, c'est la région qui est vraiment riche en castors à l'époque, et cette région-là va être très convoitée. À raison qu'en 1803, lorsque le président Jefferson va mandater Meriwether Lewis et William Clark pour découvrir une route terrestre vers le Pacifique. Les deux explorateurs états-uniens étrangers au territoire devront donner leur confiance à des voyageurs pour ce faire, pour remonter le Missouri et trouver cette fameuse route terrestre vers le Pacifique. Les explorateurs n'auront pas le choix de donner leur confiance à des francophones pour mener à bien leur mission, donc qui va durer de 1804 à 1806. Donc, ça va être des Georges Drouillard, Pierre Cruzette, François Labiche, Toussaint Charbonneau et son épouse amérindienne, Sacagawea, qui vont être les piliers de l'expédition et qui vont un peu guider, qui vont guider Lewis et Clark vers l'inconnu, entre guillemets. Donc, parce que les explorateurs mentionneront dans leur récit qu'ils rencontreront que des Frenchmen. Après 1000 kilomètres de parcourus et 2 mois de voyage, pardon, ils vont avoir l'impression qu'il y a plus de Canadiens français le long du Missouri que d'Amérindiens. Donc, c'est pour les États-Unis, le Missouri. Pour les États-Unis, le Missouri, c'est une terre inconnue, mais pour ces voyageurs-là, ben, c'est un peu la maison. Donc, ils fréquentent ces territoires-là depuis des années. Saint-Louis marque la limite du monde connu. C'est la porte de l'Ouest, dont le fameux, vous avez sûrement déjà vu ça, le fameux Gateway Arch qui va être construit dans les années 60 et le symbole. Au-delà de Saint-Louis, au début du 19e siècle, pour le commun des mortels, c'est un peu la terra incognita. Donc, le monde connu presque se termine à Saint-Louis pour la plupart des gens. Donc, les voyageurs qui découvrent les montagnes rocheuses, les déserts, les vallées, les hauts plateaux ont l'impression de se retrouver dans un nouvel univers complètement. L'Ouest, c'est aussi le pays des Amérindiens, qui est constitué d'une myriade de nations aux relations compliquées, donc qui vont être alliés et amicaux ou des fois hostiles et cruels. Au-delà de Saint-Louis, c'est aussi la Nouvelle-Espagne. Donc, au-delà de. C'est une colonie imposante par son étendue. La Nouvelle-Espagne est formée à l'époque des États actuels du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, d'une partie du Colorado, du Wyoming, l'Utah, et le Nevada et la Californie. Comme je l'ai mentionné, le Haut-Missouri va être un territoire convoité par les compagnies de traite de Saint-Louis. Mais deux compagnies principales vont se faire compétition sur l'enjeu du castor des montagnes. Dans un premier temps, on va avoir la Missouri Fur Company, donc qui est créée par Manuel Lissa. Donc, Manuel Lissa est né à la Nouvelle-Orléans. Et Manuel Lissa, pour fonder la compagnie, va s'associer à des financiers comme Pierre Ménard, William Clark, Georges Drouillard qui a guidé Lewis and Clark, William Clark qui était de l'expédition Lewis and Clark, Bernard Pratt et
Auguste et Pierre Chouteau. L'autre compagnie, ça va être la compagnie, l'American Fuel Company, créée par John Jacob Astor, donc qui est le premier millionnaire américain. Donc, le Waldorf Astoria aux États-Unis, c'est cette famille-là. Donc, il a fait fortune dans la fourrure, l'opium et l'immobilier. Donc, ces deux compagnies-là vont se faire une solide concurrence sur le Missouri. Mais même si posséder un poste de traite le long du Missouri est un gage de profit, l'expansion économique de la pelleterie dans ce secteur-là du continent rencontre trois obstacles majeurs. Donc, premièrement, on a la guerre de 1812 entre le Canada et les États-Unis qui vont perturber le commerce, au moins jusqu'en 1814, et on peut aller jusqu'à 1816. Pardon, on va prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, on se retrouve parce qu'on monte de plus en plus vers le nord-ouest et la ressource s'éloigne de plus en plus, ce qui va provoquer un alourdissement des investissements qui vont amener les barons de la fourrure de Saint-Louis à se poser des questions sur la rentabilité. Parce que c'est ça, c'est l'installation, c'est la construction de postes de traite, de forts, etc., qui demandent de plus en plus d'investissement. Et aussi, non négligeable, les Pieds Noirs. Donc, qui sont une confédération qui regroupe les Piegan, les Bloods et les Siksika, qui contrôlent les riches territoires à castor, aux sources du Missouri. Ils sont dans des dispositions assez hostiles envers les traiteurs blancs de Saint-Louis, qui tentent, vu que comme je l'ai dit, vu que la ressource s'éloigne, vu que les infrastructures s'alourdissent, les compagnies de Saint-Louis vont essayer d'installer le système du traiteur, comme on a vu en Illinois, le chasseur hivernant. Donc, c'est le traiteur qui fait sa chasse. Mais ça, donc, c'est-à-dire qu'ils vont tenter de contourner le rôle de chasseur que l'Amérindien occupe dans le système du poste de traite. Autrement dit, ils tentent de leur voler leur job. C'est pour cette raison que les Pieds Noirs, selon leurs dispositions, n'hésiteront pas à massacrer les chasseurs de castors venus sur leur territoire. On comptera en effet plusieurs dizaines de victimes tout au long des premières décennies du 19e siècle, dont Georges Drouillard, dont je vous ai parlé. Donc, ça va être un problème tel que ça va ralentir fortement et remettre en question fortement le commerce des fourrures dans le Haut-Missouri. Pour régler la question, on va demander, ça c'est ça. Le territoire des Blackfoot, des Pieds Noirs, correspond à peu près au sud de l'Alberta et l'Idaho et le Montana. Donc, on va faire appel à quelqu'un pour régler le problème des Pieds Noirs. Et ce quelqu'un-là, ça va être Jacques Berger. Jacques Berger, qui est né à Repentigny, qui a 17 ans en 1803 lorsqu'il signe son premier contrat avec la Compagnie du Nord-Ouest. Pendant une vingtaine d'années, il va renouveler ses contrats, donc avec la Compagnie du Nord-Ouest. Donc, il va faire les Pays d'en haut, la Cathabasca, tout ça, pendant une vingtaine d'années. On va même le retrouver dans les montagnes rocheuses, dans les rocheuses en Alberta. Toutefois, un an après la fusion, en 1821, il va y avoir une fusion entre la Compagnie de la baie du Son et la Compagnie du Nord-Ouest. Et après cette fusion-là, il va y avoir beaucoup de pertes d'emplois. Donc, Berger va être, entre autres, dans les congédiés, mais de 1822 à 1826, il va quitter la région complètement et va se lier d'amitié avec les Pieds Noirs, avec qui il va passer 4 ans. Il va même y fonder une famille. Donc, il va résider avec eux, avec les Bloods et les Sarcy. Il va écouler régulièrement ses pelleteries au printemps au poste d'Edmonton, un poste qui appartient à la Compagnie de la baie du Son, en échange de munitions, pièges et autres effets.
En 1826, vu qu'il est un des rares Blancs à pouvoir parcourir le territoire pieds noirs sans se faire massacrer, la HBC, Compagnie de la baie d'Hudson, va lui offrir un contrat afin d'attirer ses amis au poste d'Edmonton. Jacques Berger, donc, va représenter un atout important pour la compagnie, nécessairement. Berger va tellement bien réussir sa mission que sa réputation va grandir et il va être recruté par l'Upper Missouri Outfit, donc une filiale de l'American Fur Company, donc des Américains qui vont venir recruter un Canadien. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, en 1829, ils vont y offrir encore plus. Ils vont y offrir la somme de 800 $ pour détourner, donc qui est une fortune à l'époque, pour détourner les pieds noirs, donc 800 $ par année, pour détourner les pieds noirs du poste d'Edmonton et les amener vers Fort Union, qui est le gros phare de la compagnie, de l'American Fur Company à l'époque. Donc, Berger, maintenant basé dans la région, avec plusieurs autres Canadiens, parvient, après plusieurs mois d'efforts, à convaincre des délégations pieds noirs à se rendre à Fort Union pour vendre leur fourrure. En 1831, l'Upper Missouri Outfit est autorisé à ouvrir un nouveau poste de traite à Fort Piegan, donc sur la rivière Missouri. Donc, les pieds noirs vont développer rapidement, par exemple, ils vont comprendre l'astuce, ils vont développer rapidement leur talent de commerçant et ils vont jouer avec la concurrence de l'AFC et de la Hudson Bay Company pour obtenir le meilleur prix pour les pots. Donc, ils ont compris assez rapidement. Si dans la région du Haut-Missouri, le modèle de phare et de poste de traite sont encore privilégiés, quelques années par la compagnie, la pratique reste quand même risquée. Les nations amérindiennes de la région sont plutôt instables. Par conséquent, un tout nouveau modèle de trappe va se développer et prendra de plus en plus d'importance pour l'exploitation de la fourrure dans les Rocheuses. Inspiré du chasseur hivernant, comme on a déjà parlé, donc qui existait dans l'Illinois durant le régime français, le chasseur des montagnes deviendra dans les années 1820 la façon la plus simple pour les compagnies de s'approvisionner en pelleterie. Et encore ici, les Canadiens vont prendre une place majeure sur ce nouveau front commercial. Donc, la trappe traditionnelle, on avait à l'époque le réseau de comptoirs avec le poste de traite qui est alimenté par les Autochtones qui vont vendre leur fourrure là, mais la nouvelle traite, donc, comme j'ai dit, ça va être sans la participation autochtone. La pratique est presque indépendante. Le trappeur va directement à la source sur les rivières. Donc, le nouveau système va être basé sur l'indépendance, comme j'ai dit, de chaque participant. Ce qui va alléger le processus et permettre aux compagnies de faire des économies sur leurs infrastructures, comme l'entretien des postes de traite. Et aussi, ils n'auront plus de salaire à donner, donc à payer pour les chasseurs et les voyageurs. Et on va avoir besoin de moins de commis. Donc, le chasseur recevra de la compagnie son fusil, sa poudre, ses balles, ses pièges et tout un équipement pouvant lui permettre de passer l'hiver. Donc, en échange, le chasseur donne la moitié de ses prises et pourra vendre le reste. Plusieurs trappeurs vont quitter Saint-Louis pour se baser maintenant à Santa Fe et à Taos, donc au Nouveau-Mexique, qui va devenir un peu la base arrière des chasseurs de montagne après l'indépendance du Mexique en 1821. Ces trappeurs vont parcourir tout le sud-ouest
si on veut, des rocheuses qui vont connaître comme le fond de leur poche. Donc, au gré de la trappe, ils découvrent des immenses régions encore inconnues de l'homme blanc, comme les grands lacs salés qui vont être découverts par Étienne Provost, dont je vais vous parler plus tard. On va aussi découvrir les pics époustouflants du Colorado. Donc, partout dans les montagnes, on retrouvera des dizaines de chasseurs déserteurs de la compagnie de la baie d'Hudson. On retrouve des hommes libres, donc qui se sont libérés de leur contrat avec les compagnies de traite, des Canadiens français, des métis accompagnés de leur famille, qui choisissent le mode de vie de la campagne. À l'époque, sur 4 trappeurs, il y en a 5 qui sont d'origine canadienne-française. La chasse va être organisée comme suit tout au long de l'année. Donc, premièrement, on va avoir la trappe du printemps, donc mars, avril, mai. Donc, va se pratiquer du bas vers l'amont des rivières. Ça va être la saison des débarques. C'est le moment où le castor possède encore son pelage d'hiver. Ensuite, on va avoir la trappe d'automne où on piège de l'amont vers le bas de la rivière. On en profite pour migrer vers le bas des vallées et éviter d'hiverner trop haut dans les rocheuses parce que les hivers vont être redoutables. Donc, il va exister 2 types de chasseurs. Donc, on va avoir le chasseur indépendant, aussi appelé, excusez, le trappeur libre. Et on va avoir aussi l'engagé pour une compagnie de Saint-Louis. Donc, dans les années 30, plus de la moitié des chasseurs sont libres de toute attache avec une compagnie. Donc, ces chasseurs possèdent leur propre équipement de chasse, puis ils chassent où ils l'entendent. Contrairement à l'image populaire que l'on peut se faire de ces trappeurs-là montagnards et solitaires, la chasse se fait souvent en parties. On va appeler ça des parties ou des brigades, donc dirigées par un partisan ou un bourgeois. Donc, la brigade va se regrouper parfois jusqu'à quelques dizaines d'hommes qui vont se partager un territoire. Comment est-ce qu'on chassait le castor, le fameux castor? Bien, tout simplement, on allait dans une rivière et où potentiellement le castor pouvait se retrouver. Donc, on avançait, on se mettait dans l'eau, souvent jusqu'à la taille, pour ne pas laisser d'odeur. Donc, ce qu'on faisait, on approchait proche de la berge, on mettait un piège sous l'eau, à 10 à 15 cm sous l'eau, on le piquait là, et sur le bord, sur la grève, on mettait des herbes, une herbe sur laquelle on mettait du castérum, qui est une hormone qu'on prend chez le castor, et c'est avec cette hormone-là qu'il s'attire. Donc, nécessairement, le castor, à un moment donné, s'approchait, donc s'appuyait sur le bord pour sentir l'herbe, le piège se refermait, le castor plongeait pour essayer de se sauver, mais la bête était retenue au fond et se noyait. Donc, les chasseurs faisaient leur tournée au bout d'un jour ou deux et ramassaient les castors qui avaient été capturés. Mais il paraît qu'on ne pouvait jamais trouver un castor 2 fois au même endroit. Donc, un coup qu'on avait pris un castor à un endroit, il fallait changer de place. Donc, les bêtes vont être écorchées sur place, mais on met de côté les glandes pour récupérer, comme j'ai dit, le castérum. La viande, la queue, va être gardée pour manger au camp. Le trappeur garde sur lui en permanence 8 à 10 pièges. Donc, c'est son bien le plus précieux. Donc, ils sont souvent marqués et il y a beaucoup de vols de pièges par d'autres trappeurs, plus ou moins fiables, et souvent des Amérindiens, par des Amérindiens, mais pour eux, je veux dire, le concept de propriété est complètement différent. Donc, ils trouvaient, ils gardaient. Donc, souvent, il y avait des conflits au niveau des pièges. Donc,
ce qu'on faisait avec une fois rendu au camp, le gardien du camp vont être chargés d'étirer attendez, je sais pas, vont être chargés d'étirer les pots et vont les tendre sur sur un cercle de saule. On va les laisser sécher comme ça. Et de 60 à 80, on les pliait, après ça, on faisait un ballot, et de 60 à 80 pots. Donc, d'une valeur, le ballot valait entre 300 et 600 dollars. Le bon chasseur accumule en moyenne 120 pots annuellement. Le chasseur va être souvent accompagné de sa femme et de sa famille. Donc, la femme du trappeur est très importante. Donc, les trappeurs vont être souvent accompagnés, donc, comme je l'ai dit. Et vont être aussi, donc, le voyageur marie souvent sa femme à l'amérindienne, à la manière du pays. Donc, c'est-à-dire que pour épouser une femme, le soupirant doit se mettre propre, sans barbe, parce que le poil, c'est pas nécessairement bien vu pour se marier chez les Amérindiens. Donc, ils vont se présenter au village avec un présent. Ensuite, il va pouvoir demander la main de l'élu, souvent au frère aîné. Donc, le frère aîné, publiquement, va rappeler les devoirs du mari. Et une fois la condition du contrat acceptée et les vœux échangés, le trappeur peut partir tout de suite avec sa nouvelle épouse et vivre comme mari et femme tout au long que l'union convient aux deux parties. S'il y en a un qui se tanne, si la femme se tanne à un moment donné, ben, elle part avec un autre, puis il n'y a pas c'est pas pour à la vie, à la mort. Donc, la femme du trappeur va se sert de guide et d'interprète. Elle répare les vêtements, les raquettes, les filets de pêche. Elle prépare les pots. Elle chasse et trappe le petit gibier, mais surtout donne à son conjoint la clé du monde autochtone. Donc, avec elle vient tout un réseau de contacts et un réseau familial sur un territoire. Ça, c'est assez inestimable. J'aimerais vous parler d'une femme en particulier, une femme de trappeur qui s'appelle Marie Iowa Dorion. Donc, je vais vous raconter un petit peu une histoire assez extraordinaire pour pour donner un exemple un peu aussi du style de vie de l'époque. Donc, Marie va être née Sioux, Iowa, probablement dans le Minnesota en 1786. Donc, elle se marie à l'âge de 18 ans, non, elle rencontre à l'âge de 18 ans à Saint-Louis. Elle est probablement venue avec sa famille faire la traite, faire des affaires à Saint-Louis. Elle va rencontrer, à cette époque-là, à l'âge de 18 ans, Pierre Dorion, donc un fils de coureur des bois de Montréal et d'une Sioux Yucatan. En 1808, Marie va épouser Pierre. Donc, elle a 22 ans, puis lui 25. Pierre Dorion, il est très connu à Saint-Louis. Donc, il est considéré comme un excellent chasseur, trappeur, guide et interprète. Donc, les compagnies de Saint-Louis l'apprécient beaucoup, puis ils l'ont en haute estime. Pierre Dorion est un bon vivant, donc comme ses collègues voyageurs, donc c'est souvent les bons vivants. Lorsqu'il est en Saint-Louis, par contre, il aime bien la bouteille. Donc, surtout que ces hommes-là sont très bien payés. Dorion peut gagner jusqu'à 1 000 $ par année comme guide, ce qui est une somme substantielle. Si Marie comprend que Pierre lâche son fou quand il est en ville, le problème réside que Pierre a un petit problème de personnalité. C'est un homme très doux et très fiable quand il est en voyage, mais quand il boit, il a tendance à être violent. Donc,
souvent, il va battre Marie en rentrant. Mais Marie est quand même quand même pas mal de caractère. Souvent, quand Pierre la bat, elle attend que Pierre s'endorme et quand il ronfle, elle prend un chaudron en fonte et tombe dessus à bras raccourcis. Donc, Pierre, il paraît il a été de nombreuses fois assez blessé sérieusement, puis jamais il se défendait. Il prenait un peu il avait couru après, je pense. Il comprenait qu'il avait couru après. Mais à un moment donné, ce style de vie-là, ça devient un peu lourd. Et Pierre ne boit jamais en expédition. Fait qu'en 1811, c'est un peu tanné. Puis elle souhaite sortir son homme de la ville. Et il y a une opportunité qui va se présenter à elle quand va débarquer à Saint-Louis un certain Wilson Price Hunt, qui travaille pour Astor, pour John Jacob Astor, de l'American Fuel Company. Hunt a pour mission d'aller installer un poste de traite à l'embouchure du fleuve Columbia, donc qui est ici, donc sur la côte Pacifique. Astor veut un peu damer le pion à la compagnie de la baie d'Hudson qui veut exploiter le Pacifique. Donc, au printemps 1811, Hunt arrive à Saint-Louis pour recruter des chasseurs, des trappeurs, des guides, des interprètes, des hommes de rivière, des voyageurs. Il y a besoin de 80 hommes. Marie, donc, est au courant de la présence de Hunt, va rencontrer Hunt, se présente comme femme de Pierre Dorion. Hunt connaît l'homme, a entendu parler, il lui dit qu'il l'engage sur le champ. Mais Marie a dit, vous allez avoir Pierre, mais vous allez m'avoir aussi. C'est une des conditions. J'embarque sur le voyage avec ses deux enfants, Paul et Baptiste, qui ont un instant. Ils ont 4 et 6 ans à l'époque. Donc, Hunt, ça l'emballe pas vraiment, mais il décide de dire oui. Donc, parce qu'il veut vraiment Pierre. Ils ont 3 et 5 ans, Baptiste et Paul. Désolé. Mais pendant que Marie engage Pierre, Pierre ne le sait pas, lui. Lui, Pierre est au cabaret, puis il ignore toutes les négociations de sa femme. Pour amener Pierre, Marie monte un plan, décide de le saouler. Et c'est une histoire complètement abracadabrante. Elle va le saouler un soir. Il y a des hommes de Hunt qui vont venir le chercher, vont l'embarquer sur la barge de Hunt. Et le matin du 10 mars, Pierre se réveille sur la barge de Hunt en route sur le Missouri pour traverser le continent. Donc, Pierre tombe en crise de rage, frappe Marie et se jette dans le Missouri et part à la nage. Donc, tous les passagers restent un peu éberlués. Marie calmement dit au capitaine, elle dit, donnez-moi un cheval et donnez-moi 2 heures. Donc, Marie va partir en cheval et au bout de 2 heures, effectivement, elle va revenir avec Pierre derrière elle avec un air un peu piteux et résigné. La route jusqu'au Dakota du Nord dure 2 mois et se fait tout de même aisément. Donc, les 2000 km de territoire. Donc, quand on parle du Dakota, là, ça va être jusqu'ici. Donc, les 2000 km du territoire parcouru sont quand même bien connus des Canadiens qui font partie en très grand nombre de l'équipée. Le plus compliqué va être à venir, parce que Hunt, c'est un orgueilleux et aussi c'est un incompétent. Donc, il passera à 2 cheveux de transformer cette expédition-là en catastrophe. Après avoir rencontré Manuel Lissa chez les Mandanes, il va refuser son aide. Donc, Manuel Lissa se rend dans les Rocheuses. Il va offrir son aide à Hunt et lui va dire je n'ai pas besoin d'aide de concurrents.
Non, on va continuer tout seul. Donc, il refuse la protection mutuelle que les deux groupes auraient pu se donner pour traverser les Rocheuses et aussi face à la menace des Pieds Noirs. Il décide finalement donc de continuer sa route avec son équipe. Et il va prendre de nombreuses mauvaises décisions qui vont provoquer, entre autres, la noyade de son navigateur Antoine Clapine, la perte de ses chevaux. Donc, comme si ce n'était pas assez, Hunt va s'engager dans les Rocheuses, donc dans cette région-là. Donc, il va s'engager dans les Rocheuses à une époque beaucoup trop tardive, en automne, donc avec des hommes qui se retrouvent tous à pied. Avec Marie, excepté Marie qui va être enceinte avec ses 2 enfants, elle va conserver le seul cheval. Nécessairement, ils vont avoir une misère pas possible le long de la rivière Snake. Donc, la faim, la neige, le vent, le froid sibérien, la fatigue et la misère failliront causer la perte de toute l'expédition, comme j'ai dit, le long de la rivière Serpent. Mais Marie se plaindra jamais. Elle va même accoucher par une nuit où le mercure va raser le moins 30. Mais malheureusement, elle va perdre son bébé parce qu'elle est trop sous-alimentée pour lui donner du lait. C'est en février, finalement, ils vont réussir à descendre les Rocheuses. Ils vont arriver chez les Walla Walla, qui étaient dans cette région-là à peu près, qui les accueillent, puis ils vont avoir ils vont accueillir presque des spectres, donc amaigris, affamés, épuisés. Donc, les Amérindiens vont les remonter. Et après avoir passé plusieurs semaines à se remettre chez les Walla Walla, la bande de Hun va arriver à Astoria, ici, à 10 km en amont de l'océan Pacifique, et vont découvrir que le fort qu'ils étaient supposés monter est déjà monté parce que il y a une autre équipe de l'American Fuel Company qui est partie de New York en bateau, qui a fait le tour par le Cap Horn et qui est remontée par le Pacifique. Et ils sont arrivés beaucoup plus tôt qu'eux et ont commencé à s'installer. Sur cette équipe-là, il y a aussi de nombreux Canadiens qui avaient été recrutés à Montréal. Marie et Pierre, donc, s'installent comme les autres Canadiens, les Métis et les Amérindiens, dans des campements autour du fort. N'ayant pas accès aux quartiers des États-Unis et de l'AFC. Donc, ils sont interdits de rentrer dans le fort. C'est seulement les États-Unis qui peuvent rentrer. Mais le temps est doux, la nourriture abondante, le paysage magnifique. En octobre, toutefois, Hunt décide d'envoyer une équipe de trappeurs chasser dans les environs de Boisé, en Idaho, ici, dans le coin de Fort Boisé. Donc, Pierre Dorion va se joindre avec sa famille à l'équipe de l'Irlandais John Reed. Donc, les trappeurs vont retraverser les Rocheuses, ils vont construire 3 cabanes fortifiées qui vont servir de poste. Chacun étant séparé par plusieurs jours de marche, la famille Dorion va vivre dans le poste principal de Reed. Le temps passe, Pierre part avec une équipe à un moment donné à un autre poste pour aller faire de la trappe. Il est supposé partir une couple de semaines. Après 2 semaines, il n'est pas revenu. Personne ne s'inquiète vraiment jusqu'au moment où il y a un éclaireur qui arrive chez Reed et dit un bon matin et annonce que les corbeaux et les Shoshones ont décidé de tuer systématiquement tous les trappeurs qu'ils rencontrent. Donc, Reed panique, il se barricade avec ses quelques hommes qui lui restent. Marie va l'implorer d'aller chercher les autres trappeurs qui sont ailleurs. Reed, terrorisé, refuse complètement. Alors, Marie fait ni une ni deux, prend 2 chevaux, prend un peu de nourriture, prend ses 2 enfants et décide d'aller chercher elle-même Pierre. Donc,
dans la neige, c'est l'hiver, il fait froid. Elle sait où elle va, mais pas trop. Ça y prend 2 jours pour retrouver l'équipe de Pierre à l'autre poste. Mais ce qu'elle découvre, c'est qu'elle retrouve Pierre, mais Pierre et ses compagnons sont tous morts. Ils ont été massacrés par les Shoshones. Le camp brûle, les hommes ont été assassinés, scalpés. Donc, elle décide, elle n'a pas le choix, elle décide de retourner au camp de Reed. Encore 2 jours dans la neige. Et j'imagine sur un semi-choc aussi, avec 2 enfants de 3 et 5 ans. Elle revient chez Reed et découvre que Reed, il y a eu de la visite aussi. Tous les hommes sont massacrés. Et miraculeusement, le camp a été mis en feu, mais pas complètement brûlé. Donc, elle décide elle n'a pas d'autre choix. Il faut qu'elle décide de retourner à Astoria. C'est la seule issue. Donc, elle va prendre du saumon boucané, des peaux de bison. Elle prend les enfants et décide de repartir. Pendant plusieurs jours, elle voyage seulement de nuit pour éviter les Shoshones et les corbeaux. Jusqu'au pied des Rocheuses, où elle va commencer à gravir les Rocheuses en plein hiver, jusqu'à la ligne du partage des eaux. Au sommet, les tempêtes se succèdent. Le froid est insupportable. À un moment donné, quand la neige arrive au poitrail des chevaux, les chevaux ne peuvent plus avancer. Il n'y a plus de saumon boucané. Donc, elle décide de tuer les chevaux, de se creuser un abri avec les peaux de bison. Elle boucane les chevaux et décide de s'installer là. Ça va durer 6 semaines. Ils vont manger tous les chevaux. À un moment donné, ils vont manquer de nourriture. Marie, à ces moments-là, elle sortait, tendre des collets pour attraper des lièvres, des écureuils, ramener des racines. Pendant 6 semaines, il reste là. Quand le temps s'adoucit un peu, elle décide de repartir avec les enfants. Donc, elle prend les bagages sur son dos, les 2 enfants par la main. Et à un moment donné, quelques jours plus tard, Baptiste fait remarquer à sa mère qu'ils viennent de croiser leurs pas. Donc, elle réalise qu'ils tournent en rond. Marie réalise qu'elle ne voit presque plus rien. Le soleil sur la neige provoque la cécité des montagnes. Donc, ils sont obligés d'arrêter et cette fois, ils n'ont rien à manger. Donc, ils vont arrêter presque une semaine où ils ne mangeront pas, où ils vont manger de la neige pour rester hydratés. Finalement, elle va retrouver la vue, elle va reprendre la route qui va être encore longue pour descendre les Rocheuses, donc s'alimentant de racines, d'écorce d'arbres. Donc, encore une fois, elle va être récupérée par les Walla Walla. Ils vont être ils vont être extrêmement faibles, donc ils vont donc ils vont passer plusieurs semaines chez les Walla Walla. Marie avait 28 ans et elle ne retraversera plus jamais les Rocheuses. Donc, elle va s'installer dans la région d'Astoria ou la vallée de Willamette, puis elle va se remarier, puis elle va mourir à 65 ans, mais elle ne reviendra plus de l'autre côté. Maintenant, j'aimerais vous parler des Mountain Men, des hommes des montagnes. Et pour vous en parler, on a vu un peu la chasse, comment ça se passait, tout ça. Pour vous en parler un peu, j'aimerais vous parler peut-être un peu, comme je viens de le faire, d'un personnage qui donne un peu l'ampleur du rôle de ces trappeurs-là, canadiens aux États-Unis. Donc, j'aimerais vous parler d'Étienne Provost. Donc, Étienne Provost est sans conteste probablement le chasseur de montagne le plus célèbre. Il va entrer dans la légende comme le Mountain Man. N'ayant pas écrit sur sa vie, c'est par la chronique qu'on a appris à le connaître, la chronique du commerce de fourrure dans les Rocheuses. C'est comme ça qu'on va connaître Étienne Provost.
Donc, Étienne Provost, il naît le 21 décembre 1785 à Chambly, dans une famille de cultivateurs. Donc, allant peu à l'école, donc il n'aura jamais, il ne saura jamais lire ou écrire. Donc, lorsque son père va décéder, il ressent l'appel de l'immensité et décide de s'engager pour des compagnies de traite. Et de fil en aiguille, va se retrouver à Saint-Louis autour de 1810. Donc, Provost débarque dans la capitale des fourrures américaines, donc qui est peuplée encore au début du siècle de francophones. Donc, ici, ça serait Provost en question, qui a été illustré par Alfred Jacob Miller, qui a peint beaucoup sur le commerce des fourrures du Missouri. Au printemps 1817, il va être engagé dans une brigade de trappeurs, donc qui va travailler pour les Chouteaux. Provost va être arrêté avec ses compagnons par une patrouille espagnole sur une rivière au nord de Taos. Les Espagnols ne tolèrent pas les trappeurs qui viennent des États-Unis. Donc, vu l'histoire des monopoles de traite. Donc, ces 20 hommes-là vont être enfermés et enchaînés durant 48 jours dans les prisons de Santa Fe pour trappe illégale, donc en territoire espagnol. Donc, Provost va garder un très mauvais souvenir de cette expérience-là, qui va être très éprouvante. Toutefois, en 1821, alors que le Mexique vient d'obtenir son indépendance, Taos et Santa Fe vont devenir le lieu d'hivernement des trappeurs, surtout canadiens. Provost va profiter alors de ce contexte-là pour revenir à Santa Fe. En 1824, Provost et François Leclerc vont créer une petite compagnie de traite. Et la même année, ils vont s'associer avec la célèbre famille Robidoux de Saint-Louis. Les Robidoux, c'est une famille dont il faut parler ici. C'est une famille d'origine canadienne-française qui va faire sa marque dans l'Ouest. Originaire de Sceaux au Recollet, en Antique. Donc, Joseph le premier, parce qu'il va en avoir 3. Joseph le premier Robidoux est négociant en fourrure. Il va quitter le Canada en 1770 pour fuir la conquête britannique. Il va apporter avec lui son deuxième fils, Joseph, donc le deuxième. Donc, les deux hommes vont débarquer à Saint-Louis à la même époque et deviendront des hommes d'affaires en vue dans la petite capitale de la fourrure. Louis le deuxième, en 1782, va marier une métisse, Marie Rollet. Ils vont avoir 10 enfants, dont 6 fils. Les frères Robidoux, tout aussi entreprenants que leur père et leur grand-père, vont mettre sur pied, vont étendre l'influence des Robidoux sur tout le Haut-Missouri, jusqu'au territoire mandane. Ayant établi de nombreuses et profondes relations avec les peuples amérindiens, les Robidoux vont être des marchands redoutables. Meriwether Lewis de l'expédition Lewis and Clark, qui va tenter, après son expédition, de les concurrencer, va perdre une fortune dans l'exercice. Lorsque Lewis va se suicider en 1809, il enverra une lettre au président Jefferson, entre autres, pour dénoncer les pratiques de traite trop dures des Robidoux. Une fois bien établis dans le Haut-Missouri, les Robidoux auront des visées sur tout le nouveau territoire du sud-ouest, donc le sud et le centre-ouest des Rocheuses. Pour atteindre leur but, ils savent qu'ils vont devoir s'associer à un homme comme Provost, qui est un personnage incontournable. Donc, je vous situe Santa Fe, Taos. Ici, on a le Missouri, là. Donc, pour le sud, le sud-ouest
des Rocheuses, ben Provo devient un homme, donc un incontournable. Provo est maintenant reconnu comme un trappeur émérite. Il chasse depuis 10 ans dans la région et passe ses hivers dans la montagne et redescend de temps en temps donc à Santa Fe pour s'approvisionner. Provo sera pour tout traiteur la personne idéale à avoir à ses côtés, car les obstacles majeurs de ce territoire-là sont non négligeables. Donc, on a les nations amérindiennes de cette région qui se montrent plus agressives que celles du Nord. Le Wyoming, l'Utah, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Et le Nouveau-Mexique, ce sont le pays des Arapaos, des Apaches, des Navajos, des Comanches. Aussi, la géographie dans la haute montagne est profondément hostile. Donc, comme celle du désert, on passe facilement de des conditions de froid extrême, de tempêtes de neige à des chaleurs insoutenables, sans compter les nombreux risques de se perdre ou de tomber dans des coulées. Donc, c'est ainsi qu'en octobre 1824, commandité par Joseph Robidoux, le chef du clan, Antoine va accompagner Provo et 12 de ses chasseurs dans la région de Grand Bassin, ici, là, dans le Nevada, pour explorer des possibilités commerciales. Le long de la rivière qui serpente entre le lac Utah et le grand lac Salé, les trappeurs vont rencontrer des Shoshones, dirigés par un chef connu des Canadiens français qu'on appelle Mauvais Gaucher. Les Shoshones sont chaleureux et ils invitent les trappeurs à fumer avec eux. Toutefois, les autres demanderont à leurs invités de ne pas entrer dans les tentes de cérémonie avec des objets de métal, parce que Mauvais Gaucher va affirmer qu'une tradition locale veut que les objets de métal attirent le mauvais esprit. Donc, les trappeurs laissent tous les objets de métal avant d'entrer dans le lieu consacré. Provo et ses compagnons espèrent donc lier de nouvelles relations commerciales avec cette tribu-là qu'on connaît plus ou moins. Un coup installé dans la tente, le tabac allumé, les Indiens sortent des haches qu'ils avaient camouflées et massacrent le groupe de Provo. Provo et Robidoux réussiront à s'échapper, mais 8 trappeurs n'auront pas cette chance. Quelques mois plus tard, Provo apprendra que le même groupe de Shoshones s'était fait piller leurs chevaux et leurs fourrures par une bande de traiteurs de la Compagnie de la baie du Son. Donc, probablement que les hommes de Mauvais Gaucher avaient voulu se venger sur les premiers Blancs qu'ils rencontreraient. La rivière où va se dérouler ce massacre-là va être baptisée Provo. Donc, plus tard, lorsque les Mormons arrivent en Utah, ils vont baptiser la ville de Provo à côté de la rivière, qui va devenir Jordan plus tard, mais la ville de Provo actuelle est appelée Provo en l'honneur de cette histoire-là. Malgré la mésaventure, Étienne Provo reste un chef de brigade très recherché. Il va continuer de nombreuses années à collaborer avec les Robidoux au fort 8 ans et au fort Robidoux dans l'Utah. À la fin des années 30, possédant encore son aura d'âme de chasseur, donc Provo va diriger plusieurs expéditions de naturalistes, de géographes, de cartographes. Donc, ça va être une personne de référence. Donc, entre autres, il va guider Joseph Nicolas Nicolet, donc un explorateur accompagné de son second qui était Jean-Charles Frémont. Toutefois, la plus célèbre expédition, toutefois, c'est Jean-Jacques Audubon. Donc, qui est venu dans le Haut-Missouri en 1843. Audubon va appeler Provo le vieux capitaine et mentionne qu'il est accompagné de sa jeune fille et passe son temps à chasser pour nourrir la troupe, mais aussi pour fournir des spécimens scientifiques. Donc, on voit si on veut,
les planches d'Audubon dans son recueil des oiseaux d'Amérique. Provo est très bien payé. Il va être payé jusqu'à 80 $ par mois, alors qu'un engagé en gagne 120 par année. Dans les années 40, il est propriétaire d'un saloon et il va voyager moins. Saint-Louis, à l'époque, est en pleine expansion. En 1840, on compte 16 000 habitants. Le français est en perte de vitesse toutefois. Le naturel reprend ses droits. La majorité de la population est maintenant anglophone et on parle d'une grosse population allemande. En conséquence, l'étoile de Provo pâlit, donc on oublie tranquillement le fameux Étienne Provo. Il meurt subitement à 65 ans en 1850 dans sa maison de la rue Lombard à Saint-Louis. Étienne Provo va être un exemple de ces nombreux Canadiens, donc il y en a plein dans son genre, qui ont fait leur marque dans l'histoire des États-Unis et leur avancée vers l'Ouest. Si Provo avait pu raconter son histoire, mais il était analphabète, comme l'ont fait d'autres, comme Kit Carson ou Daniel Boone, que vous connaissez sûrement. Eux firent de leur vie des légendes. Ils parlèrent de leur vie, ils écrivèrent sur leurs aventures et ils vont prendre une place prépondérante dans l'univers de la montagne qui est emblématique de la conquête de l'Ouest et dans si on veut, dans le souvenir populaire. Provo, s'il y avait eu cette chance-là, aurait sûrement été retenu comme un grand de la montagne à l'époque des trappeurs. Maintenant, juste avant de finir, j'aimerais vous parler des rendez-vous. Ces rendez-vous-là vont être très importants. Comme je l'ai mentionné, le système de poste de traite étant moins populaire, de moins en moins populaire, les compagnies pelletières mettent au point les rendez-vous. Donc, si on veut, les trappeurs étant tous dans les Rocheuses, ça va leur éviter de revenir vers les postes de traite dans le Haut-Missouri ou à Santa Fe. Donc, donc, le rendez-vous va être une grande foire qui va attirer tous les hommes de la montagne qui viennent vendre leurs castors. L'événement, les compagnies vont s'arranger pour faire passer le mot pendant l'hiver dans la montagne où va se trouver le prochain rendez-vous l'année d'après. Donc, tout le monde en arrive à être au courant parce que c'est l'événement de l'année. Donc, ça va être souvent en juillet et ça dure autour d'un mois. De Saint-Louis, les marchands vont affréter des caravanes comptant des centaines de chariots remplis de marchandises qu'ils vont offrir aux trappeurs dans leurs magasins temporaires. Donc, du café, du thé, du tabac, de la farine, du sel, du sucre, des pièges, des armes, des munitions, du tissu, des couvertures, des bijoux, même des petits luxes pour les enfants et les femmes. Dès leur arrivée, la priorité pour les chasseurs est de monter leur camp et de se rendre au comptoir des compagnies présentes pour vendre leur peau. Pour vendre leur peau chassée durant l'année. Les commis vont inspecter les pelleteries qui leur sont offertes et proposeront un prix. Si le trappeur est libre de dette, ben, il va pouvoir magasiner entre les différentes compagnies, négocier son prix. Mais si déjà le trappeur est endetté, ben là, il n'y aura pas le choix de laisser sa fourrure-là et acheter ce qui lui manque avec ce qui reste. En plus d'être un lieu de commerce, le rendez-vous est une fête de tous les excès. Donc, c'est un grand défouloir. On y retrouve des personnes aussi diversifiées que louches, donc des escrocs, des joueurs, des bonimenteurs, des magiciens, des filles de joie. On y participe et on assiste à une foule de concours, de compétitions, de tirs, des épreuves de force, des courses de chevaux. On y assistera même à l'occasion à des règlements de compte et même des duels au pistolet comme dans tout mon western. Plusieurs trappeurs imprévoyants vont laisser leur paye sur le lieu du rendez-vous dans une bouteille de whisky, dans le lit d'une femme ou sur une table de jeu.
Donc, ça joue beaucoup et il y a même des cas où on parle de lynchage de joueurs qui ont triché. Donc, les joueurs qui étaient pris à tricher étaient pendus publiquement pendant le rendez-vous. Au rendez-vous, au rendez-vous de juillet 1832, qui se déroule dans la vallée de Trou-de-Pierre, donc Trou-de-Pierre qui est ici. Donc, dans la vallée de Trou-de-Pierre, donc, qui est dominée par la chaîne des Trois Tétons. On a l'American Fjord Company, la Rocky Mountain Fjord Company, la Hudson Bay Company, donc vont être présentes. Ensuite, tous les barons de la fourrure vont se retrouver aussi plusieurs petites compagnies indépendantes et partis indépendants. Plus de 1000 personnes vont être réunies, donc 500, dont 500 blancs, qui sont aux trois quarts canadiens-français, louisianais, métis ou français de France. Autant dire que la langue de Molière domine sur les lieux de la foire. Les Amérindiens sont évidemment présents lors des événements, souvent venus pour faire commerce de chevaux. En 1832, ils ont amené 4000 bêtes. Les chochons, les banocs, les nez percés, les têtes plates, les corbeaux, les huttes montent leur campement et participent aux activités, aux échanges et participent à la fête. La présence des Autochtones est aussi une occasion pour renouveler des alliances, faire de la diplomatie, régler des droits de passage, aussi de revoir des amis et des parents. Cette tradition durera 15 ans, jusqu'à la mort du commerce de fourrure au milieu du siècle. Donc, c'est un peu ce qui finit cette conférence. Que reste-t-il de l'héritage de ces hommes qui vont parcourir le continent et vivre à une certaine époque et dans certaines régions, ils vont y vivre en seigneurs, se contentant de peu, mais ayant à leur disposition tout ce que la nature du territoire leur offre. Donc, ils vont vivre aux côtés des Autochtones, ils vont se mêler à eux, ils vont former des réseaux familiaux, de nouvelles cultures, des nations comme les Métis, par exemple, les Métis de la Rivière-Rouge. Toutefois, tous ces peuples-là, toutes ces populations-là sont rapidement marginalisées lorsqu'au milieu du 19e siècle va arriver la civilisation anglo-saxonne. Donc, les nouveaux maîtres vont arriver dans l'Ouest et vont laisser les Autochtones, les anciens Canadiens et les Métis un peu sur la voie de garage, sans pouvoir politique ni économique. Les États-Unis ont complètement évacué cette réalité-là, la présence de ces personnes-là. Et, ils ont cru qu'ils étaient les premiers Blancs à mettre les pieds dans les Rocheuses à l'époque de Lewis and Clark. Mais ces régions-là étaient connues et fréquentées par les Amérindiens, il va sans dire, mais par les voyageurs, les chasseurs français de la vallée du Mississippi. Gilles Havard va parler, Gilles Havard, l'historien, va parler d'une Amérique fantôme, donc qui a été occultée. Dans le meilleur des cas, l'histoire américaine de la conquête de l'Ouest nous ignore. Un exemple, dans le film Il danse avec les loups, Kevin Costner arrive dans le Dakota du Sud comme s'il était le premier homme blanc, ignorant complètement qu'il y a plus de 150 ans que les Amérindiens de la région fréquentent les voyageurs canadiens. L'officier américain du film ignore tout autant que des nombreuses femmes crient, Assiniboine, Mandane, Gros-Ventre ont épousé des bergerons, des Laramais, des Aubry, des Tremblay de la vallée du Saint-Laurent. Il ignore aussi que les Métis de la Rivière-Rouge font la chasse aux bisons quelques dizaines seulement de kilomètres plus au nord de notre ami Costner qui croit être seul au monde. C'est toute une mémoire et une culture qui est biffée par l'ignorance hollywoodienne. Dans le pire des cas, ben, on va faire passer les Canadiens français comme des brutes ivrognes maltraitant les Autochtones, comme dans le film Le Revenant.
donc en 2015, réalisé par Alejandro González, mettant en vedette Leonardo DiCaprio, que vous avez peut-être écouté, qui dépeint les trappeurs francophones comme des demeurés et qui nous offre un Toussaint Charbonneau, quasi psychopathe, alcoolique, violeur d'Amérindiennes. Donc, les communautés francophones en Amérique du Nord, hors Québec et de l'Acadie, ne font que décliner depuis des décennies au Canada, mais surtout aux États-Unis, où, sauf en Louisiane, ils sont presque disparus. On se souvient qu'il exista, qui se souvient qu'il exista de véritables villages francophones au 19e et même jusqu'au 20e, au début du 20e siècle, dans le Midwest états-unien, que Saint-Louis et le Missouri étaient résolument francophones jusqu'au milieu du 19e, que le Minnesota, créé par des coureurs des bois, possède une devise officielle en français, l'étoile du Nord, sans compter la multitude de lieux qui gardent, grâce à la toponymie, sa marque française, comme Platte River, Sioux River, Montreal, Coteau du Missouri, Bear-Butte, Pierre, capitale du Dakota du Sud, Boisé, capitale de l'Idaho, sans compter les French River, les French City, les French Mountain, les French... si on prend aussi Yellowstone, la rivière Yellowstone, c'est la rivière de la Roche Jaune, qui était appelée Roche Jaune pendant une grosse partie du siècle. Ce qui nous vient en tête, c'est un peu l'image du petit pousset qui laisse des traces de lui un peu partout sur le continent. Cependant, si on casse du sucre sur les États-Unis, on peut en faire autant sur nous. Si on trouve des lieux de commémoration sur le passage d'Étienne Provost dans l'État de l'Utah, sur Marie Iowa d'Orion en Oregon, si tous ces trappeurs-là, canadiens-français, furent intégrés et digérés par l'histoire nationale américaine, où ils s'affadissent, bien sûr, mais ils restent quand même un peu présents, au Québec, personne ne connaît ces personnages-là, ou presque. Nous devons nous rappeler ce passé et réclamer notre part d'Amérique française. Donc, c'est à nous aussi. Donc, souvenons-nous de la célèbre série radiophonique, donc, qui a fait un travail immense pour le défrichage, de l'anthropologue Serge Bouchard, qui s'intitulait magnifiquement Les remarquables oubliés. Donc, cette conférence vous permet de comprendre que le rôle sur le continent, notre rôle sur le continent ne fut pas insignifiant, qui n'a pas fait de nous un peuple peureux et frileux, mais qui a participé pleinement à l'identité de ce continent-là. Ben, c'est un peu ça le but de mon travail. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on débloque les micros pour des questions? Ou, Oui, on peut les... En fait, si les personnes sont à l'aise de débloquer eux-mêmes pour poser des questions, on peut procéder ainsi. D'abord, merci beaucoup, M. Rousseau. C'était extrêmement intéressant. Cette page occupée par nous-mêmes et par les États-Unis de cette Amérique française. C'était très, très enrichissant et intéressant. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Si vous voulez, peut-être qu'on revienne à l'écran partagé. On va pouvoir voir s'il y en a qui se manifestent. Alors, je ne sais pas si on a le même ordre d'écran, mais dans le fond, s'il y en a qui veulent prendre la parole ou que vous avez des questions, ben, ça serait le moment. Si personne se manifeste, ça va? OK. Bon, ben. J'ai manqué tantôt quand vous avez dit la traduction a duré 15 ans, la tradition, là? Oui, du rendez-vous. Oui, durant 15 ans. Vous avez dit... oui, grosso modo, oui. Oui, vous avez dit jusqu'à la mort industrielle de la fourrure. Là, j'ai manqué à quel moment?
La fourrure, en gros, va mourir autour de... Ça va tomber autour de... Faire un chiffron autour de 1850, là. Où la mode va tomber, où ça va être l'industrie de la soie. Parce que c'était souvent pris pour des chapeaux, hein. C'était pour la chapellerie, souvent. Ah oui? Donc, la soie va remplacer de plus en plus et la mode européenne aussi. Donc, ça ne meurra pas, mais je veux dire, les grandes quantités, l'ampleur que ça avait n'existera plus là, à partir de ces années-là. Merci. Ça fait plaisir. Je pense que Mme Ah. Excuse. Y a d'autres questions? Je pensais que Mme Nicole... Ah, bon. Voilà,